Et bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci de nous retrouver pour Quelle Comédie, l'émission qui jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors ce soir, nous allons écouter ce son générateur d'images. Et oui, ce soir, nous allons évoquer la collaboration entre la comédie française et France Culture. À la radio, les fictions ont toujours eu une place de choix, un public d'aficionados. Et avec les comédiens du français, on a pu entendre ces dernières années l'intégrale, par exemple, des tragédies de Racine, Le Petit Nicolas et les aventures de notre reporter préféré, n'est-ce pas, Tintin. Après 6 albums adaptés en feuilleton radiophonique, France Culture et la Comédie Française viennent de proposer de manière inédite de faire vivre une autre aventure d'Hergé, Tintin au Tibet, qui était donnée, c'était il y a quelques jours, le 17 novembre dernier, au studio 104 de la Maison de la Radio, sous une forme de concert-fiction. Donc cette fois-ci, pas juste dans un studio avec des micros, mais avec du public et d'une seule traite et sans coupure. Un rendez-vous spectaculaire, évidemment, que les auditeurs vont pouvoir bientôt écouter sur les ondes de France Culture. Alors pour évoquer cette folle entreprise, j'ai la joie d'être bien entourée. Blandine Masson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des fictions sur France Culture. Marina Cap, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une ancienne académicienne, c'était la saison 16-17, ça remonte oui, déjà. Ça. Et ce soir, pour nous, vous êtes notamment Milou. C'est ça. Et Thierry Ancis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 486e sociétaire. Si vous le dites, je vous crois. Tout à fait, croyez-moi, de la Comédie Française. Et ici, donc, ce soir, tout spécialement, le capitaine Haddock. Bien sûr, le capitaine. Bon, alors, je peux pas m'en empêcher, mais vous, né à Namur, est-ce que c'était un rêve de gosse de jouer Haddock ? Pas du tout. Pas du tout. C'était un rêve de gosse de chaque instant de lire les aventures de Tintin parce que j'adorais ça. J'ai été évidemment baigné par la tintinophilie belgico-amoureuse. Et donc j'ai découvert Tintin très jeune, évidemment, après avoir fait mes premières armes avec les originaux de Bécassine qu'avait ma maman. Oui. Et, Dieu soit loué, je n'ai pas eu d'originaux de Tintin parce que les originaux de Bécassine que j'aurais pu vendre très très cher, j'ai fait mes premières armes de peintre aussi. Ah oui. C'était très compliqué. Et de découpeur d'histoire. Enfin voilà. Donc, et puis est venu Tintin et voilà. Ouais. Tintin est resté. Et c'est qui Haddock pour vous? Parce qu'on dit que Tintin, son meilleur ami, c'est Milou, mais est-ce que c'est Haddock aussi? Et cet Haddock qui est quand même un personnage contrasté, vous le voyez comment? Bah, je n'en sais rien parce que vous me posez la question, je n'ai rien préparé. Non, vous avez préparé d'avoir prêté votre voix à Haddock déjà sur plusieurs albums. Oui, mais c'est une espèce de, je ne sais pas, je dirais que c'est une espèce d'envers de Tintin, c'est-à-dire qu'il a tous les défauts que Tintin n'a pas, il a cette espèce de capacité de colère, c'est une espèce de buveur de whisky invétéré, c'est un homme qui parle fort, qui fait des bêtises, qui fait des bourdes, qui hurle, qui vitupère, mais qui a un cœur d'or. C'est pour être une espèce de père spirituel de Tintin ou de père adoptif de Tintin. Enfin, je ne sais pas, c'est un homme d'aventure, de tous les cas, un marin au long cours. Et voilà, c'est une figure extrêmement attachante, emblématique et absolument essentielle de l'évolution de Tintin. Je crois que Tintin n'aurait pas pu évoluer de la façon dont il a évolué sans tous les personnages secondaires et principalement, évidemment, le capitaine Haddock. Et Milou, son fidèle camarade. Alors, vous aviez un don pour japper à l'origine ou pas forcément? Non, je crois pas. Ou alors, je pense qu'on a peut-être tous un don en nous et puis on peut essayer de le pratiquer. Mais en tout cas, c'est un très beau parcours d'être avec Haddock et Tintin parce que Milou, au final. Tintin, Noam Morgenstern. Oui. Au final, Milou peut-être saurait accompagner les émotions parce que Tintin est quand même assez quelqu'un qui a la tête froide et qui avance et qui ne montre rien et comme Haddock et Milou, je pense qu'ils sont tous les deux une part de Tintin, une part de ses émotions et voilà.
tous les deux, ça fait déjà donc plusieurs albums, je le disais, mais quand même, on vous retrouve tous les deux dans les 7 boules de cristal, le Temple du Soleil, les bijoux de la Castafiore, le secret de la licorne. Et donc là, ce qu'on va découvrir bientôt, le Tintin au Tibet. Blandine, nouvelle forme là, je le disais, fiction de radio, de faire une sorte de concert fiction. D'où est venue cette envie de le faire différemment? Au fait, bon, il faut dire que c'est une aventure. On est plusieurs en fait. On a la Comédie Française et France Culture. Que depuis le début, l'Orchestre National de France est associé, puisque c'est l'orchestre qui interprète la musique composée par Olivier Daviau. Et puis quand même, depuis le début, la société Moulinsart, qui s'appelle maintenant Tintin Imaginatio, notre interlocuteur c'est Yves Février, nous fait extrêmement confiance en fait depuis voilà, donc ça a commencé en 2015 cette aventure. Oui. Ouais. Donc ça fait, on n'est pas encore sur les 10 ans, mais mais pas loin. Non, et donc bon, c'était un peu une folie, je sais pas, je crois qu'un jour comme ça, j'ai dit à Yves Février, et si on le faisait en public, et si on le faisait avec l'orchestre, parce qu'en fait cette forme de concert-fiction existe depuis 2014 en fait, avec les deux orchestres en fait, le Philharmonique de Radio France, une fois le National. Et donc c'est vrai que c'était un peu comme ça une dinguerie de se dire, et si on mettait sur le même plateau la Comédie Française, l'Orchestre National de France, les bruiteurs, les bruiteuses, et tout ça aussi au 104. Bon, je savais pas du tout si Février allait dire oui, mais parce qu'en fait, ça implique évidemment une adaptation un peu différente, puisqu'en fait, il y a quand même eu plus de coupes comme sur un feuilleton habituel, etc. Mais en fait, comme ils sont extrêmement aventureux et qu'ils ont toujours envie de nouvelles choses, en fait, ils ont dit oui tout de suite. Alors après, il a fallu oui, alors maintenant, il faut le faire. Voilà, mais je dois dire que c'était extraordinaire. Enfin, moi, c'était un des plus beaux concerts fiction qu'on ait enregistré à la Maison de la Radio. C'était vraiment extraordinaire. C'était absolument une réussite totale. Mais vraiment. Et la musique, vous, les acteurs. La musique, pour l'auditeur, c'est comme un décor, en fait. Complètement. Ouais. Oui, juste parce qu'Olivier Daviau a vraiment travaillé, il a vraiment fait un travail exceptionnel. Il était accompagné aussi par Didier Benetti qui a orchestré, mais Olivier a beaucoup orchestré aussi. Et en fait, il a vraiment composé comme une musique de film. En fait, il a vraiment travaillé pour les acteurs, pour les bruiteurs. Enfin, j'imagine que vous l'avez éprouvé aussi, en fait. Oui, c'était assez passionnant. On a travaillé énormément en amont, évidemment, pour caler sur la musique d'Olivier, avec une pianiste assez formidable d'ailleurs qui nous accompagnait pour les répétitions, et donc on reprenait, on essayait de caler nos voix sur les thèmes musicaux pour arriver aux mêmes ruptures, au même tempo, au même rythme de lecture. C'était assez fascinant. Et je dois dire que l'œuvre qu'il a composée, qui est une œuvre extrêmement lyrique et vraiment, ceci dit, Tintin au Tibet s'y prête tellement parce que c'est une œuvre majeure d'Hergé. C'est l'œuvre que je crois qu'Hergé préférait. Ouais. C'est un univers immense, enfin, d'aventure et de silence et de recueillement et de partage, avec des aventures humaines très profonde, avec un engagement humain de sacrifice très profond. Chez Haddock, notamment. Chez Haddock, chez tous les personnages. Enfin, il y a une volonté d'aller jusqu'au bout pour suivre ses convictions et pour suivre son idéal. Et il y a quelque chose de très, une vraie quête mystique et épique dans cet album qui, je dois le dire, a toujours été aussi un de mes préférés. Même enfant, j'ai découvert dans tout ce blanc, ces montagnes et tout, il y a quelque chose d'assez vertigineux, même pour le petit garçon que j'étais à 7-8 ans, à découvrir ça. J'ai trouvé ce livre, cet album magnifique. Et le travail d'Olivier, le travail de tous les camarades, des bruiteurs, etc., a été prodigieux, et on a réussi à mettre tout ça ensemble, et le travail de la chef d'orchestre qui était absolument passionnant. Et il faut citer quand même le réalisateur Benjamin Habitant. Évidemment, bien sûr, ça, sans lequel il n'y aurait rien eu. On allait en parler, bien sûr. Ça, c'est sûr. Après, c'est un exercice, excusez-moi, je prends la parole, mais c'est vrai que c'est un exercice qui est tellement différent
de l'exercice qu'on fait en studio quand on enregistre les aventures, parce que c'est vrai que la musique est composée par Olivier de la même manière, mais elle se surajoute après l'enregistrement. Oui, il n'a pas cette manière d'être en cadence, voilà, en fait, sur une partition. Ouais. Et ce qui fait qu'en studio, on est très actif, on est actif physiquement, on mime les choses, on joue les choses, on s'occupe nous-mêmes de marcher dans les graviers, de faire d'accompagner les bruiteurs ou de faire du bruitage nous-mêmes. Il y a quelque chose de très, très actif, alors que là, évidemment, par l'exigence de la captation publique et de la captation sonore de l'orchestre, ouais. On était astreint à quelque chose de très fixe, de très figé, de très découpé dans le... Voilà. Mais alors la seule chose qui était un peu différente, c'est que là, Benjamin, ça se faisait d'un coup, donc il pouvait pas nous reprendre. Benjamin, le réalisateur ne pouvait pas nous reprendre parce qu'il est tellement précis, il a une vision tellement claire et tellement personnelle et tellement juste, je trouve, de l'univers de Tintin, une vision presque parfois freudienne de Tintin, très psychanalytique en tous les cas, et qui amène le terrain sur une vérité. Non pas, on fait pas de la BD en fiction, mais on fait de la véritable fiction avec des êtres vivants. Tintin, Haddock sont des êtres humains qui sont porteurs de véritables émotions. Et voilà, la seule chose, c'est que là pour le coup, on partait en bloc et puis Benjamin ne pouvait pas nous dire non, là Thierry un peu plus, Haddock un peu plus. Donc là, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup travaillé en amont pour que Benjamin arrive à nous diriger. Tout en ayant bien peur qu'une fois qu'on serait livré à nous-mêmes, qu'on déborde de la case, et je pense que chacun est resté bien dans ses marques. Bien fidèle à ce qu'il nous avait demandé. Je l'espère en tous les cas. À ce qu'il vous avait demandé. Vous aussi, vous avez ce sentiment que c'est un album particulier dans les 5 maintenant que vous avez fait. Totalement. Alors c'est un album particulier, et puis c'est un album... là, donc, le format a été vraiment adapté à ce format de fiction d'une seule traite, quoi, pour une représentation. Parce que normalement, c'est 4 épisodes de 25 minutes, c'est ça? Oui, ça dépend des albums, en fait, ou 4 ou 3, ou effectivement, on a eu 5 à des moments, mais nous, on a changé de format, donc effectivement, on est autour de 4 épisodes. Donc là, ça faisait, enfin, je veux dire, c'est une aventure, ça a duré combien de temps? En tout, ça a duré 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc c'était plus ramassé que d'habitude, en fait. Oui, et oui, c'est un album particulier où il y a beaucoup de moments de solitude, de moments où les personnages on est au bord du vide, quoi. Ouais. Une forme d'introspection, c'est peut-être pour ça qu'il a cette vision assez psychanalytique aussi, qui a plus sa place. Oui, c'est vrai que c'est pas un album de dialogue comme certains albums où il y a des albums où ça part beaucoup plus, comme les bijoux de la Castafiore, des choses comme ça. Oui, des albums où c'est rempli de phylactères partout. Ouais. Et là c'est un album il y a beaucoup d'images de paysages, d'avancées dans la neige. Mais je trouve que aussi dans le Temple du Soleil, il y a ce côté-là aussi. On avance, on passe par des paysages et c'est un album que j'avais beaucoup aimé traverser aussi parce que on traversait différents paysages, la nature en fait d'un coup avait une place forte en fait, puissante sur les personnages et je trouve que là en plus avec l'orchestre national, ça prenait une dimension extraordinaire. En termes d'émotion, quoi. Mais c'est vrai que... C'est très juste que tu parles du Temple du Soleil, parce que c'est mon 2e album. Moi, je l'ai mis à peu près sur... Et c'est 2 albums où Tintin part pour sauver un jeune garçon. C'est-à-dire Zorino dans le Temple du Soleil et Chang dans le... Enfin, c'est très curieux la similitude des deux avec effectivement ces montagnes, avec ces paysages, une quête de soi-même, la découverte d'un autre univers. Autant la mise à l'épreuve. Les Incas, et puis là, les moines. Quelque chose d'initiatique, toujours aussi. Quelque chose d'initiatique, Et avec une relation vraiment extraordinaire entre Tintin et Haddock. Parce qu'en fait, c'est assez bouleversant. Parce que c'est vrai que c'était peut-être le plus facile à faire quand même en public avec l'Orchestre National, enfin voilà, dans les conditions où on était. Parce que ça pouvait, Catel Guillou qui l'a adapté a pu quand même, avec l'autorisation de Yves Février,
le condensé. Moi, il n'y avait pas trop de personnes. C'est pas un huis clos parce qu'on est dans la montagne, mais c'est quand même resserré. Mais quand même, moi, je l'ai donc vu plusieurs fois. J'ai des filmages, les représentations, et c'est quand même très très bouleversant. Haddock qui râle tout le temps, mais qui peut pas l'abandonner en fait. Qui le lâchera, il le lâche jamais, à se sacrifier et qui va jusqu'au bout. C'est très bouleversant. Et la fin, la réflexion aussi de Chang et sur l'humanité du Yéti et peut-être l'inhumanité des humains. Enfin, bon, c'est assez fort, c'est très très fort, c'est très beau. Mais on dit que c'est 7 à 77 ans, mais est-ce que vous évoquez aussi cette forme de profondeur? Alors on la goûte à chacun de ses âges, mais je crois que c'est Benoît Peeters qui dit un grand tintinophile devant l'éternel, qui dit que Tintin c'est pas pour les enfants, et pour toucher l'auditeur il faut s'adresser à l'enfant qui est en l'auditeur. Bien sûr, mais c'est pas pour les enfants, c'est-à-dire qu'on peut très bien... C'est-à-dire que Tintin, on peut le lire à tous les âges. On peut le lire à 7 ans, on peut le lire à 17, à 27, à 37, je dirais à 16 aussi, d'ailleurs. Hein. C'est pas tous les types de 7. Voilà. Mais on peut le lire jusqu'à 107 ans, 117 ans. Dieu sait où la médecine nous portera. Mais je crois que oui, à tous les âges, on peut avoir une lecture très, très personnelle et toujours concordante avec le moment où on vit, le moment où on est. Ce qui est pas du tout pareil avec tous les auteurs. Hein. Ou tous les BDistes, c'est vrai qu'on ne lit pas du tout Astérix de la même manière qu'on lit Tintin. Il y a une espèce de fidélisation, une espèce d'introspection dans Tintin qui peut nous apparaître et qui peut nous faire grandir, n'allons pas jusque-là, mais nous interpeller dans tous les cas, et nous parler à tous les âges et à tous les moments de notre vie. Oui, ça c'est assez fascinant. Alors je vous ai demandé si vous saviez japper depuis toujours, mais je veux dire, Milou il parle aussi. Milou parle, Milou pense, Milou est... Oui. Alors moi je ne parle pas, parce qu'en fait avant c'était Jérémy Lopez, exactement. Qui faisait, sur les premiers albums Milou. Et quand Benjamin Mitton m'a fait passer le casting pour Milou, comment dire, il cherchait une voix assez proche de celle de Jérémy, et moi je me suis dit ça va être compliqué parce que j'ai travaillé pour essayer de coller à sa voix, mais voilà, bon, c'était pas possible. Ouais. Mais bon, je lui ai proposé quelque chose, il a dit d'accord, ok, on y va, on va essayer. Et puis dans les premiers albums qu'on a fait ensemble, c'était les 7 boules de cristal. Ouais. Le texte de Milou a été enlevé parce qu'il faisait pas avancer l'action. Voilà. Et le deuxième album, ils m'ont laissé certaines répliques, mais ils me disaient si tu pouvais me le faire passer l'idée en aboyant. Et j'ai trouvé ça génial parce que en fait, c'est à partir de ce moment-là où vraiment je me suis dit ok, je vais essayer de relever le défi et de faire passer le plus d'émotions possible, d'être le plus en commentaire, le plus humain, musical aussi. Musical, ouais, totalement. Pour accompagner mes camarades et l'action qui se passe, quoi. Donc en fait, c'est un défi génial, c'est du jeu pur, c'est presque du clown, enfin c'est vraiment très 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 jouissif à faire, quoi. Moi j'adore faire ce rôle-là. Et quand vous le faites, là, on a bien compris avec Thierry qu'il y avait un dispositif qui vous a coupé de votre corps, mais plus que dans le studio quand vous faisiez les enregistrements un peu pour les autres albums, le fait d'être devant le public, devant un micro qui a une hauteur, etc. Voilà, c'est quelque chose qui vous contraint. Est-ce que Milou, on le trouve aussi en étant à quatre pattes ou pas, enfin... Au début, je me souviens que j'étais souvent à quatre pattes. C'était souvent, ça crée une différence de ton, c'est-à-dire qu'à l'audition, on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il c'est un petit Milou, c'est le petit Fox. Mais pas forcément, non. En fait, quand on a commencé à répéter au Studio 104, je me disais, il faudrait que je sois debout pour... Mais au final, non, je sais pas, il n'y a pas de...
En fait, c'est pas tellement une contrainte physique parce que même assis, on peut comprendre. Ouais. Toi, tu bougeais beaucoup. Oui, moi, je bougeais beaucoup. C'était, oui, moi, j'ai tendance à, même quand je lis Proust, mais, j'exagère. Mais, oui, donc c'était pas véritablement une contrainte. Ça changeait vraiment la donne du travail et du jeu. C'est vrai qu'on aime bien accompagner les bruiteuses. On aime bien faire, non, mais attends, ça, je peux le faire, mais donne-moi ce téléphone, je vais décrocher. Mais non, tu as ta brochure, c'est pas grave. Tiens-moi ma brochure, je vais décrocher. Enfin, il y a tout un jeu comme ça de à qui fait quoi, dans les enregistrements en studio, quand il y a pas de public et quand il y a pas l'orchestre. Mais ce n'est pas une contrainte, non, c'est autre chose. On est plus dans l'acte de lire que dans l'acte de jouer puis de s'amuser avec des bouts de ficelle, des cailloux, des bouts de bois, des chaises, des tables. Enfin voilà, on est plus uniquement dans le rapport au texte, mais ce qui n'interfère en rien sur l'énergie, sur le physique, sur l'impulsion, sur le voilà. Mais parce qu'en fait, vous interprétez, enfin, vous jouez, hein, vous jouez, franchement, oui. C'est jouer, enfin, c'est jouer, c'est interpréter, et ce qui était assez fascinant, enfin, moi j'étais dans le public, donc c'était plus, puis moins vous rendre compte de ça, mais ce qui était assez, là, le rapport avec les bruiteuses était tout à fait extraordinaire sur le plateau. Parce qu'en fait, les bruiteuses étaient très actives. Ah, ouais. Très. Alors, elles avaient des sacs à dos, elles étaient très équipées de plein de choses. Et alors, je les regardais, en fait, elles étaient deux, et en fait, moi, je trouve ça assez magique, parce que finalement, vous étiez dans la concentration de la voix et dans qui interprète, alors comme les musiciens interprètent, vraiment, c'est vraiment magnifique. Et les bruiteuses étaient vos corps, enfin représentaient enfin c'était du spectacle en fait. On les voyait. Enfin, franchement, c'était assez le dédoublement marchait extrêmement bien. Marchait très bien. Et par ailleurs, pour Marina, c'était une performance absolument incroyable parce que alors le nombre de personnes qui sont sorties en fait qui comprenaient pas au début où vous étiez en fait. Comprenez pas, mais il est où Milou en fait, parce qu'en fait, vous étiez vous étiez à un micro où selon les angles du 104, on ne voyait pas. Alors qu'il y a des gens qui, pendant longtemps, qui m'ont dit, mais j'ai cherché Milou pendant... Et quand j'ai compris que c'était cette jeune femme qui a fait Milou pendant... Mais c'est extraordinaire. Et c'est vrai parce que, en fait, Milou, parce que c'est pas si évident de japper et voilà, mais en fait une présence enfin là le Milou de Marina parle, pense, nous émeut, enfin c'est extraordinaire, c'est vraiment ah ouais, non, mais c'est fantastique, quoi. On ne pourrait plus en passer. Mais non, on peut pas. On ne pourrait plus en passer. C'est vraiment une partenaire, partenaire, déjà. C'est génial, ce compagnonnage depuis toutes ces années. Mais en plus, il y a une vérité, il y a une présence qui est absolument indissociable de Tintin, dans les enregistrements et à l'écoute, quoi. C'est une espèce de double, d'écho, de contrepoint, avec sensibilité. Avec sensibilité. C'est assez génial, effectivement, d'avoir réussi à relever ce défi d'exprimer tout ce que dit Milou juste en Japon, alors qu'effectivement, dans les albums, mais Tintin, qu'est-ce que tu fais? Mais Tintin ne va pas là, mon Dieu, mais que fait-il? C'est vrai, c'est une vraie création, une vraie interprétation de l'album, en fait. C'est génial. Cette idée de trouver la voix juste, c'est vrai que, par exemple, quand je pense à Haddock, quand on lit Tintin, on a dans son oreille. On se fait sa voix de chaque personnage. Le premier enregistrement de Haddock, enfin les premières prises de son de mon premier enregistrement d'Haddock, Benjamin m'a toujours dit non Thierry, non, ce n'est pas, non, c'est toi Haddock, c'est pas alors Tintin, non Tintin, mais pas Tintin, mon petit Tintin. Et c'est vrai que j'avais tendance à d'entendre ça. Ce que vous aviez lu enfant, en fait. Voilà, et j'entendais. Mais non, après, bon, évidemment, dans l'exaltation, il a cette raucité, il a cette puissance vocale-là, mais voilà, il a fallu faire un gros effort de désimagination et de réimagination de moi-même dans Haddock sans
sans autre chose d'ad hoc que moi. C'est clair. C'est très clair. Pas clair, C'est très clair, on a compris. Mais voilà, c'était assez passionnant. Mais c'est beau d'ailleurs que vous soyez les voix. Enfin, Noam me racontait que. Donc, qui campe Tintin. Voilà, Ouais. que des fois on se retournait en disant mais vous êtes Tintin. C'est génial. Enfin, je trouve que C'est chouette. le casting est parfait, quoi. Enfin, Ouais. Ses enfants lui ont dit dans la voiture, ils conduisaient pour partir en vacances, ils écoutaient, et tout d'un coup, le plus jeune a dit, mais c'est Tintin. C'est toi, papa, Tintin. Tout d'un coup, ils ont raccordé, alors qu'il avait déjà écouté, mais tout d'un coup, dans la voiture, ils ont raccordé. Enfin, ce que Noah m'a dit, parce que Noah, c'est un gros Tintin. Mais c'est vrai que Benjamin a fait un travail de distribution fantastique. ouais. De distribution et de direction, Ouais, parce de qu'il direction, il ne lâche rien. extraordinaire. Il ne lâche rien sur les possibles, les petites, comment dirais-je, les petits caprices ou les petits tics, les petites manies de chacun. Non, il est non, attention, là, attention Thierry, attention Noam, attention. Voilà, il est très très précis, très exigeant, avec beaucoup de calme, beaucoup de temps en temps un peu de bon, il faudrait quand même. Hein. Mais voilà, il a une véritable oreille, il a un véritable imaginaire en ce qui concerne ça, et puis il a une énergie pour La dans gourmandise le aussi cadre de nous faire rendre passer tout ça. Et Ouais. la gourmandise de ça, c'est assez. Ça aussi, c'est un vrai compagnonnage. Mm. C'est vrai que des copains qui arrivent sur une toute petite partition se disent alors, mais qu'est-ce qu'il est compliqué, ce Benjamin? Je dis non, il n'est pas compliqué, il est exigeant. C'est vrai qu'il fait reprendre, il explique comme ça les choses. Alors, les gens se disent, bon, je vais dire Madame Pluche, voilà, qui a 3 scènes, qui descend l'escalier, qui met son... Non, il faut que ce soit exactement comme il voit l'image, comme il voit... Non, là, tu vois, elle pose le saut avant de descendre la dernière marche. Ouais. Et donc, vocalement, faut le faire. Ouais. Mais c'est assez passionnant. Parce que le rendu est assez exceptionnel. Oui, parce que c'est 3-4 millions de téléchargements. C'est un des gros succès de Radio France. Ouais. Et de la Comédie Française. Ouais. Ce Tintin. Mais c'est vrai que là, c'est la qualité de réalisation de Benjamin est extraordinaire. Oui. C'est aussi, je pense que, comme vous le disiez, jouer évidemment la case, le dessin, mais peut-être aussi jouer la situation. Bien sûr. Bien sûr. Et pas que la case, quoi. C'est ça, cette incarnation qui donne cette force. Bien sûr. C'est aussi la force d'Hergé, c'est-à-dire que les situations sont extrêmement... la case permet de visualiser complètement la situation. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la BD où parfois on a... c'est ça la ligne claire d'Hergé, c'est que la situation est parfaitement dessinée et parfaitement compréhensible dans la case. Ouais. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas toute cette déformation des auteurs BD, toutes ces amplifications, tous ces bruits, Ouais. il y a une grande clarté, une grande précision, une grande pudeur aussi dans l'exercice de son trait. Oui, mais alors vous parlez de ça, il y a pas de, mais enfin, je dirais, c'est très clair. Moi, par exemple, je pense au regard du capitaine Haddock, qui est quand même hyper saillant, précis. Oui. Alors ce regard, on lui donne une voix. Bien sûr, mais ça par exemple, c'est un travail qu'on fait énormément avant les prises, c'est-à-dire qu'on a les BD, on dit attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment il regarde? Regarde sa bouche, regarde ses yeux. Regarde, là, il parle pas, il a juste un petit sourire. Là, il ne crie pas, là, il a la bouche ouverte, mais en même temps, ça a l'air de... Enfin, donc, on analyse vraiment le dessin, parallèlement au texte, on analyse vraiment le dessin pour trouver l'interprétation juste pour Haddock, pour Tintin, enfin, pour tous les personnages, d'ailleurs. On regarde la gestuelle, on regarde s'il est posé, s'il est assis, s'il a la tête droite, s'il est comme ça, enfin, et tout ça influe évidemment sur le jeu, et donc sur la vérité du jeu, et donc sur la vérité de la transmission de la bande dessinée. Ouais, c'est génial, vraiment. Oui. Puis on a l'impression aussi, enfin moi, c'est la première fois à la radio que j'ai l'impression d'avoir vécu les choses. Je sais pas si ça te donne cette impression-là, mais par les bruitages et par les aventures et par le côté épique de chaque album, mais il y a vraiment cette sensation
les vivre, même si c'est dans une réalité comme ça, spatiale, sonore, quoi. Et pourtant, on les traverse totalement, vrai, quoi. Complètement. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Il y a une espèce de sentiment de vécu des aventures de Tintin après l'avoir enregistré. On me dit, putain, c'était super d'aller au Tibet. Comme ça. C'était dingue, putain, c'était la chute quand je suis tombé. Mais qu'est-ce que tu m'as fait peur? Heureusement que tu m'as retenu. Mais enfin, on serait capable de parler comme ça entre nous après, parce qu'on s'est tellement immergé dans l'album. C'est-à-dire que chaque fois qu'on joue en même temps, on a les images. On a les images. On a on est dans l'album. Pareil, le Temple du Soleil, en sortant de la radio, j'ai écrasé les moustiques pendant 1 heure dans le bus. Là, c'était l'été, il faisait très chaud, il y en avait des moustiques. Mais c'est assez passionnant. C'est tout à fait juste ce que tu dis. On est tellement dans une espèce d'immersion les uns avec les autres, et puis reprendre. Finalement, on les connaît par cœur, les scènes, et finalement, ça devient une espèce de seconde nature au moment où on enregistre. Ouais. Et toutes ces cases où seul le dessin parle sont plus ou moins prises en charge par la musique, mais vous nourrissent votre jeu pour le moment de votre apparition, c'est ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, là, en l'occurrence, Tintin au Tibet, on vivait, c'était ça qui était intéressant aussi, on vivait la musique en direct. Le gros truc, c'est de ne pas se laisser impacter par la musique, parce qu'une musique très onirique ou alors très lyrique, qui suit sur une scène très concrète, ne doit pas nous impacter évidemment émotionnellement. Ce qui n'arrive jamais évidemment quand on fait des enregistrements radio, puisque la musique est mixée après. Bien sûr. Donc on ne la connaît pas, on la découvre quand on écoute quand on écoute les podcasts ou les diffusions. Mais donc là c'est vrai que c'était assez. Enfin moi j'ai adoré être là et puis de faire cette espèce d'aller-retour avec la musique, la chef d'orchestre qui nous donnait les départs à certains moments. Rebecca Tong. Oui, exactement, grande chef d'orchestre. Et puis un truc qui m'a fasciné, parce que moi je ressens exactement l'inverse, c'est-à-dire les musiciens qui disent mais le boulot que vous faites, c'est dingue et tout. Alors que moi j'ai l'impression de lire des textes et puis de faire un truc que je sais faire, qui n'est pas très difficile quand même. Après j'ai des années de métier, mais je ne trouve pas ça difficile à faire. Je le fais avec bonheur, avec gourmandise, ça, mais je ne trouve pas ça difficile à faire. Il y a la difficulté de se caler sur une musique, mais ça, donc j'éprouve pas de difficulté, alors que quand je vois les gens qui prennent leur partition et puis qui partent dans des choses, et je leur dis mon Dieu, mais quelle dinguerie de jouer comme ça et tout, et eux nous disent exactement la même chose. Ils nous disent non mais votre travail c'est tellement dingue et tout. Non c'est vous, non c'est vous. Donc, on se fait des essais de politesse en disant mais non c'est vous. C'était une vraie rencontre. Ils étaient enthousiastes de faire ça. On était fascinés des deux côtés et on se regardait quand ils jouaient, on était tous waouh, c'est sublime. Et puis à l'inverse, ils étaient fascinés aussi de nous voir. Et je crois que c'est ça aussi qui a été assez magique entre les bruiteurs, l'orchestre et nous, c'est que on était tous une collision parfaite et tout. C'est vrai que quand il y a cette admiration, parce que c'est ça qui est extraordinaire dans ces formes-là, quand il y a l'admiration réciproque d'un art à un autre, en fait, entre les musiciens et les comédiens. Et puis tous se disent, eux nous disaient, nous on leur disait, mais il faut faire ça tout le temps, il faut faire ça. Il faut faire ça pour le refaire. Je dis, mais on peut le faire si on ne le fait pas là, on pourrait le reprendre. Reprenons-le, t'as des Champs-Élysées, reprenons-le à la Comédie Française. Reprenons-le partout. C'est vrai je suis sûr qu'on met ça dans un théâtre. C'est plein. C'est plein. Les gens s'arrachent les billets. On ferait ça avec un orchestre, peut-être pas une aussi grande formation, mais qui avait sorti l'idée d'aller dans chaque ville, de prendre l'orchestre de chaque ville pour jouer. Ça, c'est nos projets avec les concerts fiction. C'est-à-dire, on l'a fait avec 10 minutes sous les mers. Ça a été repris, par exemple, à l'opéra, à l'Orchestre National de Bretagne. En fait, ils ont repris Marc Feldman a repris la même distribution, le réalisateur, Cédric aussi, les bruiteuses, et c'était l'Orchestre de Bretagne qui a joué. Parce qu'en fait, effectivement, et c'est un peu notre idée, c'est qu'on puisse effectivement, parce qu'en fait, en changeant l'orchestre, on peut tourner, en fait. C'est ça. Voilà. Pour l'instant, on a pu le faire que à Rennes, mais
c'est vraiment possible de le faire ailleurs. Et quand tu parlais de l'immersion, le fait que vous soyez immergé dans le texte et la musique avec vous produisez, ça produit chez vous des images, en fait. Mais en fait, ça produit la même chose chez le spectateur, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. Parce qu'en fait, ça, on l'avait jamais fait, mais il y a eu quelques planches projetées. Et de façon très parcimonieuse, très bien. C'était très bien fait. Il y a peut-être une vingtaine de points, je pense, même pas. Même pas, je pense. Mais c'était vraiment au bon endroit, au bon moment, et c'était bien. Et il y avait une telle concentration, et en fait, vous étiez tellement tous à l'intérieur peut-être de vos images qu'en fait, très, très franchement, on oubliait complètement Studio 104, en fait. En fait, moi-même, j'ai vécu l'expérience. Franchement, j'étais au Tibet, quoi. En fait, et ça, c'est vraiment la force de la radio, pour le coup. C'est un vecteur d'imagination. Voilà, et de le fabriquer en public, alors ça, c'est vraiment magique et extraordinaire. Et bravo, parce que on pouvait décoller et sortir de ce studio et complètement dans ces montagnes, avoir froid quand vous avez très froid, avoir peur pour Chang. Je trouvais ça. Et peut-être que le fait d'avoir très peu d'images, mais d'en avoir juste quelques-unes qui rappellent comme ça l'étendue blanche, voilà, ça a aidé aussi à sortir du 104. Mais je pense que il aurait fallu enquêter ou demander aux spectateurs qui étaient le matin. Il y a eu quand même 600 enfants. C'était des scolaires, et le soir c'était mélangé entre des adultes et des enfants. Mais je pense que tout le monde a fait cette expérience comme ça du transport. Et vous diriez qu'il y a une grande évolution dans la fiction radiophonique, parce que moi je me souviens d'avoir écouté les Tintins version fin des années 50, années 60, qui était déjà aussi quand même un voyage, c'était très différent, mais c'est un genre qui existe depuis longtemps. Je disais que c'est un genre qui est assez fan aussi, parce que c'est vraiment, ce vecteur d'imagination, juste du son, de pouvoir comme ça se faire un paysage à travers les ondes, c'est un cadeau, quoi, extraordinaire. Mais là, cette nouvelle forme, qui était en concert, etc., mais les bruiteurs, le bruitage, c'était déjà là, mais moyennant quoi, il y a quand même des différentes manières aujourd'hui d'incarner, de réaliser. À l'époque, il y avait Jean Carmet qui était un des Dupont. Oui, c'est vrai. J'avoue, j'ai pas. Moi, je les ai entendus. En fait, c'était même Jean-Jacques Bierne qui en a réalisé beaucoup. C'était différent. Il y avait plus de narration. En fait, il y avait plus de narration. C'était sur des formats de 10 minutes. Voilà, ça avait aussi son charme, en fait, à l'époque. Mais la radio, c'est un art centenaire. La radio, ce qu'on appelle nous la fiction radiophonique, mais qui s'appelait le théâtre radiophonique. Ça a commencé exactement en 1922. Donc, 100 ans, 101 ans. Voilà, dès qu'on a inventé en fait la possibilité de mettre des choses dans des tuyaux, en fait, et en fait quand comme ça a commencé en direct, ça a commencé par la musique, les orchestres et le théâtre, parce qu'en fait c'était quand même ce qui était voilà, après il y a eu les informations, tout ce que vous voulez, mais donc c'est quand même c'est 100 ans d'histoire, c'est 100 ans de vie, en fait. Mais moi je dirais, pour avoir été témoin de... Et puis avoir été réalisatrice aussi. Oui, moi je suis aussi, je suis réalisatrice. Mais là, je trouve que, si vous voulez, mais il y a eu des innovations à chaque époque, à chaque génération. Voilà, Mais je trouve que tous les réalisateurs qui sont arrivés là depuis 2010, donc Benjamin Habitant, mais ils sont une quinzaine là maintenant, ont apporté énormément. Enfin voilà, ils ont vraiment. Je pense qu'ils sont arrivés avec leur époque, avec leur jeunesse. Leurs médias, des médias très différents d'avant. Voilà, ils arrivaient du théâtre, du cinéma. Ils ont amené tout, leur monde aussi, leur imagination. Et pour moi, depuis 2010, il y a quand même quelque chose qui s'est... Ils ont amené, comment dire, une troisième dimension. Ouais, je pense. Ils ont creusé l'espace de la narration. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je suis rentré au Français en 86, et dès 86, j'ai fait et c'était beaucoup, on en faisait énormément, des pièces, la Comédie Française, on faisait des pièces, une pièce par semaine. Une pièce par semaine, des pièces qui n'étaient pas jouées, des pièces de répertoire qui n'étaient pas jouées. J'ai fait des pièces extraordinaires qui ont été jouées après, mais
mais c'était très rapide, si vous voulez. Oui. En 3 jours, c'était bouclé. Il n'y avait pas tellement de travail préparatoire. On se voyait, on lisait une fois la pièce au foyer, et puis on arrivait, on enregistrait. C'est M. Gravier, souvent, M. Gravier, qui était un homme extraordinaire. Je faisais des blagues parce qu'il commençait parfois à être un peu sourd, alors il était un peu... Et tantôt, il disait, monsieur Ancis, vous pouvez faire un effet son, un essai son. Et je me mettais devant le micro et je vous entends pas. Donc il montait son volume. Ouais, comment... Et puis il montait son volume à fond, et puis là, vous m'entendez, oui, là je vous entends. Puis il arrachait son cadre parce que tout était à fond. On se fait des petites blagues comme ça. Mais c'était assez... En fait, la grande... Enfin, c'est aussi avec Eric voilà, qu'on a pu faire tout ça, mais c'est-à-dire que c'est surtout de prendre le pari de la création. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, France Culture et la Comédie Française, ensemble, se sont mis à imaginer, à créer, à inventer, en fait. Et puis, du coup, inventer des formes, parce qu'on ne savait pas trop... Voilà, avant, c'était plus de l'illustration. Oui. On lisait des pièces du répertoire qui n'étaient pas jouées. Et puis, bon, ça intéressait les gens, évidemment. Mais ce n'était pas un produit... C'était pas un travail dont on était particulièrement fier. C'était souvent, encore une fois, fait de façon très, très rapide, un peu artisanale. Voilà, sans grande... Ah là, on peut être tous fiers, là. Je parle quand même de... Non, mais parce que je pense que c'est... Honnêtement, c'est parce que... on est passé à un niveau quand même qui est très très haut. Très exigeant. Ouais, franchement. Et ça restera. Hein, je pense que c'est une collection qui est historique. Hein, ça restera toujours, quoi, cette collection. Comme à l'époque, celle de Vierne, mais celle-ci est tellement inventive, en fait. Oui. Tellement inventive, tellement, c'est vrai, exigeante, tellement belle. C'est vraiment... oui, franchement, c'est une très 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 grande fierté qu'elle puisse exister, quoi. Et le rapport au micro, vous avez évoqué Proust, c'est vrai que si vous faites beaucoup des lectures, voilà, il y avait aussi, on l'a dit rapidement, l'intégralité des tragédies de Racine. Vous étiez d'ailleurs il y a pas très très longtemps dans Alexandre le Grand. Mais il y a cette chose au micro que permet le micro, qui est que on ne doit pas porter sa voix, s'adresser au dernier rang. On peut aussi jouer du millimètre. Ça, c'est un plaisir particulier. C'est un vrai plaisir. Il faut s'en méfier, évidemment, parce que ça peut être des acteurs qui s'entraînent et qui placer leur voix. Il faut s'en méfier parce qu'on a l'intimisme que peut apporter le micro présente un gros danger qui est la perte d'énergie intérieure, et ça c'est un vrai danger. Alors moi je vous avoue que je connais le micro depuis très très longtemps. J'ai fait énormément en dehors du français, j'ai fait énormément d'enregistrements. Je fais beaucoup de synchro. Donc c'est un camarade. C'est un camarade avec qui je travaille beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un véritable atout, mais ça peut être un danger. Oui. Ça peut être ça peut être très complaisant, un micro, si on aime sa voix. Voilà. Donc ça peut être un peu dangereux. Mais bon, c'est évidemment une possibilité énorme là, c'était une palette. Oui, bien sûr. Là, c'était passionnant. Encore une fois, je reviens toujours avec ces bruiteuses. Mais c'était un vrai, comme on était casque et micro, on était complètement en raccord avec, si elle faisait un mouvement, nous, on enchaînait sur le texte, elle prenait un sac, on se chargeait des respirations, des efforts. C'est toujours assez passionnant. Mais plus que en studio, parce que en studio, donc. Vous aussi, Marina, vous avez fait pas mal de fiction radiophonique. Un petit peu, mais sur les Tintins particulièrement, j'ai l'impression qu'on avait moins le rapport au micro. En tout cas, on était moins autonome sur le rapport au micro. Là, j'ai trouvé que dans le concert fiction, il y a eu, moi en tout cas, c'était un vrai plaisir de découvrir ça, où on devait gérer notre rapport à l'espace et au micro, à sa voix.
Et alors que normalement, c'est plutôt les techniciens qui vont se charger de ça, qui vont. C'est-à-dire que déjà en enregistrement classique des Tintins, on n'a pas de casque. Donc voilà, on n'a pas le retour du tout de présence avec sa propre voix. Voilà, exactement. Donc on est effectivement. On a moins conscience. Ouais. Voilà, on a moins conscience de la production et donc du coup c'est vrai que Benjamin nous corrige souvent avec le perchman Bruno avec son micro sur perche nous suit beaucoup. Mais et d'ailleurs, vous avez une partition, vous, pour vos jappements? Une partition. Oui. Bah, qu'est-ce que vous appelez une partition? Non, mais parce que je me demandais, en vous entendant là, avec ce rapport au micro, si jamais peut-être que votre rôle avait une part d'improvisation plus grande que les autres et que vous pouviez au ressenti, comme vous surajoutez peut-être à un endroit ou pas, voilà. Donc c'est pour ça que je me demandais si jamais il y avait la même précision que... Non, il n'y a pas autant de précision. Évidemment, il y a la BD, donc il faut, voilà, il faut déjà respecter ça. Suivre ce canevas, mais à l'intérieur de ça, j'ai quand même Benjamin me laissait quand même. Vous pouvez fleurir. Ouais, il est preneur de toute proposition, et ça, c'était aussi très agréable de pouvoir être en proposition, de pouvoir être en accompagnement tout le temps, quoi. Voilà. Mais c'est assez musical quand on parle de partition. Oui. Aussi, c'est aussi avec l'orchestre, pour le coup. Moi, je me suis amusée vraiment à rentrer, sortir avec les musiciens, quoi. C'était vraiment un vrai plaisir de les avoir. Oui. Mais parce effectivement, elle a cette liberté d'improvisation et d'intervenir. Mais il y a une situation. Mais il y a une situation, et puis surtout, tu as ça c'est en répétition, mais je veux dire, tu arrives à caler quand même, à construire ton improvisation et à en faire une véritable partition, parce que le jour où lors de l'enregistrement, tu es exactement au même endroit. Oui, j'ai mon parcours. Enfin, elle a un parcours qu'elle sait écrit dans une improvisation de répétition. Et ça c'est assez, avec des jappements, c'est assez brillantissime, je dois dire, d'arriver à se construire sa propre partition, c'est assez formidable. Bon, alors, j'imagine que tous ceux qui nous regardent sont très très impatients et ils ont qu'une envie, c'est d'entendre. Donc ce sera quand? Alors en fait, nous avons renoué avec l'idée du podcast quand même, donc on le découpe en 3 épisodes. On l'a découpé en 3 épisodes, donc il va en fait le 13 décembre, on le met en ligne sous forme d'épisodes. Parce que sur l'application Radio France, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment voilà. Et je le diffuserai sous la forme intégrale à une date que je n'ai pas encore déterminée, mais à la rentrée entre janvier février 2024. On va lui laisser vivre d'abord sa vie de podcast, voilà, en 3 épisodes. Et après, on va le retrouver ensuite dans l'intégralité, 1h15. Voilà. Et il y a des albums plus ou moins radiophoniques? Alors je dirais qu'il y a surtout des albums qui ne verront peut-être pas le jour. En fait, j'ai l'impression que, vu les défis qui ont été les vôtres, c'était quand même capable du soleil. Alors, on a beaucoup réfléchi à un moment. On a marché la Lune. Sur la Lune. Parce qu'en fait, on avait très envie de le faire à cause de la conquête spatiale, toutes ces choses-là. En fait, on s'est rendu compte que c'était un album où justement, c'est vraiment dans un huis clos. En fait, où il parle beaucoup. Il y avait justement peut-être pas assez d'aventure. Pour le coup, c'est très visuel. C'est très visuel. C'est très visuel. Voilà. La barbe verte des Dupont. C'est difficile, là. C'est très difficile de voir les planètes. Il y a quelques albums comme ça qui sont très complexes. Par exemple, à la forme. Avec comment c'était ça, allez, cet album. Non, avec le gros champignon, l'île avec les champignons. Mystérieuse. L'île mystérieuse. C'est l'île mystérieuse. Non, c'est pas mystérieuse, mais c'est l'île quelque chose. Mais voilà. Ça, c'est sûr. Mais là aussi, c'est très visuel. Il y a cette espèce de voyage en bateau avec la mer tout le temps, le vent, etc. C'est assez complexe. Et puis après, ces araignées, ces pommes géantes qui tombent. Ça, par exemple, ce sont des albums qui sont assez complexes. Moi, il y en a un que j'aimerais bien faire, c'est l'île Noire.
Ah oui. Ah, Les Noirs, ça, je crois que c'est un album qui peut être assez génial avec les. Ça peut être assez. C'est vrai que, en fait, la question c'était à chaque fois le choix de l'album. Oui. C'est vrai qu'on on avait machine arrière pour la Lune avec regret, mais on s'est dit que c'était pas une bonne idée. C'est pour ça qu'on est parti sur Le Secret de la Licorne et Rackham en fait. Et donc Rackham le Rouge, ça sera l'année prochaine. On l'enregistrera à l'automne 24. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont. Alors, on a fait quelque chose avec, grâce à Tintin Imagination, Moulinsart, et on va essayer peut-être de le faire là, à la rentrée. On a inventé avec eux le cinéma sonore. Alors, cinéma sonore, c'est une histoire assez intéressante. En fait, Moulinsart, Tintin Imagination, projette, en fait, on fait ça au Studio 104, maison de la radio. On projette, en fait, ils animent légèrement, en fait, les personnages, et tout l'album est projeté. Ils enlèvent les phylactères, en fait, tout est blanc. Donc, il n'y a pas les textes, en fait, dans les bulles. Et tout est synchronisé, enfin, tout le son de la bande dessinée, tout le son de la fiction sonore, en fait, est synchronisé sur les images. Comme, en fait, on est très fidèle, hein, quand même. Très, très fidèle. Catel Guillou, l'adaptatrice, elle est très, très fidèle à la bande dessinée. Ça, c'est un truc qu'on pourrait faire en direct. Ah. Ça, c'est un truc qu'on pourrait faire en direct. Oui. Ah oui, même ça, oui, oui. Alors ça c'est un sacré défi, mais pourquoi pas. Comme avant, les musiciens. C'est vrai qu'avec les films. Illustraient un film à filmer, les musiciens jouaient, improvisaient. C'est vrai. On a un nouveau défi. Le film, et puis comme un doublage. On va y réfléchir. Hein. On aura un truc un peu fou à faire avec vous. Mais et en fait, c'est une belle expérience aussi pour les enfants parce que l'idée qu'ils ne s'accrochent pas justement à ce qui est lu, mais qu'ils puissent se concentrer sur l'écoute et avec l'image, ça marche très très bien. En fait. Mais c'est vrai que le problème, les choix des albums, c'est assez crucial. Tintin au Tibet, c'était, je pense que c'est Yves Février qui nous l'a fortement conseillé celui-là pour. On voulait faire la Castafiore. C'était trop compliqué parce qu'il y avait trop de monde dans la Castafiore. Et il y a beaucoup d'actions. Il se passe quand même pas mal de choses. Le studio de télévision, tout ça, ça risque d'être un peu complexe. La Castafiore, on l'a fait. Oui. Du coup, on l'a fait en studio. On l'a pas fait en public, en fait. Mais la Tintin au Tibet, c'était une très bonne idée de choisir celui-là. Non, mais franchement, c'était parfait parce qu'en fait, c'était vraiment l'album idéal pour le faire en. Et l'affaire Tournesol aussi. Et il y a l'affaire Tournesol aussi. Et il y a l'affaire Tournesol. Oh là là, que de réjouissances d'avenir. Ça va être formidable. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'être venus. Merci évidemment à Zélie d'Allemagne et Andrea Villechange qui réalisent toutes les semaines cette émission et à Vanessa Freinet qui la prépare. Une très très belle semaine à tous et vous avez rendez-vous lundi prochain 19h avec Béline Delat.